Imaginez un moment de chaos. Une voiture tombe en panne sur une route déserte à 2 heures du matin, ou un projet majeur s'effondre juste avant la date limite absolue. Alors que tout le monde panique, se fige ou se rejette la faute, vous sortez calmement vos outils. Vous savez exactement quoi faire. Toujours. Pourquoi êtes-vous toujours celui qui sait tout réparer? D'un robinet qui fuit à une relation brisée, comment parvenez-vous à garder un sang-froid aussi déconcertant quand le monde s'écroule? Vous êtes le roc, la personne fiable, le solutionneur de problèmes par excellence. Mais voici la vérité inconfortable que vous cachez peut-être. Derrière ces mains compétentes se trouve souvent un système nerveux profondément épuisé, absolument terrifié à l'idée de perdre le contrôle. Votre besoin incessant de tout réparer n'est pas seulement une compétence pratique, c'est peut-être en réalité un mécanisme de survie silencieux. Décodons la psychologie cachée des réparateurs ultimes et découvrons si vous sauvez vraiment la situation ou si vous essayez désespérément de vous sauver vous-même. La société ne cesse de faire l'éloge du réparateur ultime. On les qualifie de très compétents, d'une générosité sans fin et de ciment fiable qui unit les familles ou les équipes. Nous supposons naturellement qu'ils aiment aider les autres et qu'ils s'épanouissent réellement en étant le héros du quotidien. Mais c'est là que la réalité psychologique prend une tournure beaucoup plus sombre. Ce qui ressemble à une compétence extrême à l'extérieur est souvent un état chronique de surcharge émotionnelle à l'intérieur. En psychologie comportementale, cette pulsion incessante est étroitement liée au concept de surfonctionnement, une dynamique largement explorée par le psychiatre Dr. Murray Bowen dans sa théorie des systèmes familiaux formulée dans les années 1950. Bowen a découvert que dans des environnements très anxieux, certains individus absorbent instinctivement le stress collectif en surcompensant. Ils assument les responsabilités de tous les autres, non par pur altruisme, mais pour stabiliser artificiellement le système et apaiser leur propre agitation intérieure. Ils ne se contentent pas de réparer un évier cassé ou l'erreur d'un collègue. Ils essaient désespérément de réparer l'anxiété ambiante dans la pièce. Ce besoin compulsif de contrôler l'environnement crée un profil psychologique fascinant, mais profondément épuisant. Alors, comment ce fardeau silencieux se manifeste-t-il exactement dans la vie quotidienne? Explorons les traits cachés du réparateur compulsif, en commençant par un paradoxe qui pourrait vous sembler bien trop familier. Caractéristique 1. L'illusion d'indispensabilité. Cela commence généralement par une phrase apparemment inoffensive. Laisse tomber, c'est plus rapide si je le fais moi-même. En surface, cela ressemble à une compétence extrême. Vous prenez en charge le projet défaillant, vous orchestrez la réunion de famille chaotique et vous réparez le routeur cassé parce que personne d'autre ne semble capable de le faire correctement. Vous pourriez même vous plaindre fréquemment d'être totalement épuisé, souhaitant ardemment que quelqu'un intervienne et partage le fardeau. Mais voici le paradoxe inhérent. Quand quelqu'un propose réellement son aide, vous le repoussez subtilement ou le micro-gérez jusqu'à ce qu'il abandonne. Pourquoi? Parce que le réparateur compulsif opère sous la lourde illusion d'indispensabilité. Selon la psychologue clinicienne Dr. Harriet Lerner, dans sa recherche de 1985 sur la dynamique des relations, ce comportement est une marque classique du surfonctionneur. Les surfonctionneurs équivalent inconsciemment leurs valeurs humaines fondamentales à leur utilité. S'ils ne résolvent pas activement une crise ou ne gèrent pas une situation, ils sont frappés par une pensée terrifiante et subconsciente. Si je ne suis pas utile, serais-je encore nécessaire? Serais-je encore aimé? Vous ne stockez pas simplement des tâches, vous stockez le contrôle comme une frappe préventive contre l'abandon. Mais cette indépendance extrême ne vous épuise pas seulement dans vos tâches quotidiennes. Comment pensez-vous que cette mentalité de réparateur affecte la façon dont vous gérez la douleur émotionnelle des personnes que vous aimez? La réponse nous mène à une vérité bien plus inconfortable. Caractéristique 2. La boîte à outils physique pour l'évitement émotionnel. Imaginez que votre partenaire ou ami, vienne vous voir en pleurs, complètement dépassé, par une crise personnelle. Au lieu d'offrir une étreinte réconfortante ou simplement de valider sa douleur, votre cerveau passe en mode surmultiplié. Vous énumérez immédiatement 3 étapes logiques pour résoudre son conflit. Ou, curieusement, vous quittez brusquement la pièce pour réparer une charnière de porte qui grince et que vous ignoriez depuis des semaines.
La société loue souvent cette approche comme étant très pratique ou orientée solution. Mais c'est là que la dynamique se complique. Psychologiquement, ce n'est pas un pur acte de soutien, c'est un mécanisme de défense profond contre l'intimité émotionnelle. La vraie détresse émotionnelle est désordonnée, imprévisible et fondamentalement impossible à contrôler. Selon le docteur Susan David, psychologue de Harvard connu pour son vaste travail sur l'agilité émotionnelle, 2016, sauter prématurément aux solutions est un moyen subconscient pour les individus de contourner l'inconfort intense de devoir faire face à des émotions brutes et négatives. En accomplissant une tâche tangible et logique, votre cerveau reçoit une poussée immédiate de dopamine. Cela procure un sentiment éphémère et faux de maîtrise sur un paysage émotionnel qui vous terrifie en réalité. Essayez-vous vraiment de résoudre leurs problèmes ou essayez-vous simplement désespérément de faire taire l'alarme émotionnelle qui résonne dans votre propre tête? Vous utilisez inconsciemment votre boîte à outils physique pour éviter la vulnérabilité psychologique. Mais que se passe-t-il lorsque la maison est parfaitement réparée, que les crises sont gérées et qu'il n'y a plus d'alarme à faire taire? Que faites-vous lorsque tout est enfin calme et que rien n'est cassé? La réponse révèle la partie la plus épuisante de toute cette boucle psychologique. Caractéristique 3. L'anxiété du calme. Que se passe-t-il lorsque vous avez tout réparé avec succès? La crise est évitée, la maison est calme et personne n'a besoin de votre intervention immédiate. La société suppose que c'est le moment où vous vous détendez enfin, vous reposez et profitez de la paix que vous avez eu tant de mal à créer. Mais voici la partie la plus fascinante et peut-être destructrice de ce cycle psychologique. Vous ne pouvez pas vous détendre. Au lieu de ressentir la paix, vous êtes soudainement frappé par une profonde vague d'anxiété. Vous commencez à faire les 100 pas, à vérifier névrotiquement votre téléphone ou à chercher inconsciemment le prochain problème mineur à résoudre. Selon les recherches révolutionnaires de 2014 du docteur Bessel van der Kolk sur les traumatismes et l'hypervigilance, un système nerveux chroniquement stressé oublie littéralement comment être calme. Votre cerveau a passé tellement de temps en mode survie, pompant constamment du cortisol et de l'adrénaline pour réparer le chaos externe, que la sécurité réelle lui semble dangereusement étrangère. Pour un système nerveux dérégulé, la paix ne ressemble pas à du repos, elle ressemble au silence terrifiant juste avant une embuscade mortelle. Vous ne réparez pas les choses parce qu'il y a un problème réel. Vous réparez les choses parce que votre cerveau est absolument terrifié par le silence. Êtes-vous vraiment très productif ou fuyez-vous simplement le bruit assourdissant à l'intérieur de votre propre tête? Vous avez brillamment maîtrisé la gestion du monde extérieur, mais pourquoi votre monde intérieur est-il devenu un endroit que vous avez si peur de visiter? Pourquoi votre système nerveux réagit-il à la paix comme s'il s'agissait d'une menace? Pour comprendre la racine de ce besoin compulsif de tout réparer, nous devons regarder en arrière, souvent au tout premier stade de votre développement. Dans de nombreux cas, le réparateur ultime n'est pas né. Il a été forgé dans des environnements qui ont exigé une maturité précoce. Ce phénomène est profondément enraciné dans ce que le psychiatre Ivan Bozormeny-Nagy a identifié en 1965 comme la parentification. Si vous avez grandi dans un foyer avec une imprévisibilité émotionnelle, une instabilité financière ou des soignants émotionnellement indisponibles, vous avez rapidement appris une dure leçon de survie. Les adultes ne pouvaient pas maintenir l'ordre. Par conséquent, pour vous sentir en sécurité, vous avez dû devenir l'adulte. Vous avez absorbé l'anxiété de la famille et l'avez transformée en action immédiate. Mais voici la partie la plus fascinante de cette adaptation psychologique. Elle n'a pas seulement changé votre enfance, elle a recablé de façon permanente les voies neuronales de votre cerveau. Neurobiologiquement parlant, votre cerveau en développement a formé une équation rigide et subconsciente. Votre existence n'est justifiée que par votre utilité. Avec le temps, votre système nerveux sympathique, la partie du cerveau responsable de la réponse de lutte ou de fuite, est devenu hypersensible aux moindres signes de chaos. Lorsque vous voyez un problème, un objet cassé ou un partenaire contrarié, votre cerveau l'enregistre comme une menace existentielle subconsciente. Résoudre le problème n'est pas simplement un acte de gentillesse, c'est un impératif biologique pour ramener votre système nerveux dérégulé à son état de base. Vous vous auto-apaisez littéralement par des actes de service. Cependant, porter le poids psychologique du monde a un coût exorbitant.
Que se passe-t-il lorsque le réparateur finit par manquer d'outils et que cette hyper-indépendance devient toxique? Les conséquences pour vous et pour votre entourage pourraient être bien plus dommageables que vous ne l'imaginez. Avant de conclure, il est crucial de s'arrêter et de réfléchir à cette dynamique complexe. Si être débrouillard est indéniablement un trait précieux, nous devons veiller à ne pas romantiser ce niveau extrême d'hyper-indépendance. Se précipiter constamment pour résoudre les problèmes des autres conduit souvent à un grave épuisement émotionnel. De plus, cela peut involontairement favoriser l'impuissance apprise chez ceux que vous essayez de sauver, les privant de leur propre opportunité de grandir. Il est important de reconnaître que le comportement humain est très nuancé. Ce mécanisme d'adaptation est profondément façonné par les antécédents culturels et les histoires personnelles de chacun, ce qui signifie qu'il se manifeste différemment pour tout le monde. Veuillez vous rappeler que cette analyse est à des fins éducatives et ne remplace pas un conseil psychologique professionnel ou un avis médical. Alors, quel est le principal enseignement pour le réparateur chronique? Comment sortir enfin de ce cycle épuisant? Vous êtes très capable et profondément résilient. Mais voici la vérité finale que vous devez intérioriser. Vous n'avez aucune obligation de réparer chaque morceau brisé de ce monde. Votre valeur intrinsèque n'est pas mesurée par votre utilité, ni par les crises que vous parvenez à éviter. Parfois, l'acte de courage le plus profond est simplement de déposer la clé métaphorique. La véritable guérison émotionnelle commence lorsque vous permettez à quelque chose de casser de le rester un certain temps. Et lorsque vous réalisez enfin qu'une personne en souffrance pourrait simplement avoir besoin de votre présence silencieuse et stable, pas de vos solutions. Vous reconnaissez-vous, ou quelqu'un que vous aimez, dans ce cycle épuisant d'hyper-indépendance. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre le lourd fardeau caché que vous portez, veuillez partager votre histoire dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne, afin que nous puissions continuer à démêler ensemble la psychologie profonde de nos vies quotidiennes.